quelle est l'importance des centres de gestion. Mais est-ce que vous avez dans vos statistiques, dans votre mémoire, des informations selon lesquelles il apparaîtrait que les entreprises qui sont adhérentes des centres, lorsqu'elles sont contrôlées, subissent moins de rappels, moins de sanctions pour manquement délibéré que les autres, moins de poursuites pénales? Il me semble que nous avions, quand j'étais secrétaire général du Conseil des impôts, fait au moins 2 rapports qui évoquaient l'existence des centres de gestion, et dans ces rapports, il y en avait un qui avait parlé de la fraude fiscale, et notamment il n'y avait pratiquement pas de poursuite pour fraude fiscale pour les adhérents, alors qu'ils étaient très nombreux pour les non-adhérents, ce qui peut dire s'expliquer. Mais néanmoins, est-ce que sur cette question, qui pourrait rassurer nos... Je n'ai pas les chiffres en tête parce que je ne les retiendrai pas, mais c'est vrai qu'il y avait eu un rapport qui a déjà quelques années maintenant, mais je pense que si on refait ces statistiques, on retombera à peu près sur les mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand un entrepreneur est adhérent d'un centre de gestion agréé, on voit bien que les rappels sont moins importants, que les pénalités pour manquement délibéré ou pour défaillance déclarative sont moins souvent appliquées, donc il y a moins de pénalités, ça c'est évident, que l'action des centres de gestion contribue à la qualité des déclarations qui sont déposées, et par là même, ça se traduit par un meilleur civisme fiscal et ça se traduit par des rehaussements ou l'application de pénalités moindres. Je pense qu'on partage tous ce constat. Je ne vous donnerai pas les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais c'est évidemment un constat que l'on peut faire. Je vous remercie. Mais dans tout ce que vous venez de nous dire, sur le rôle que doivent jouer les centres, je suppose que la présidente de la fédération a avec vous des relations institutionnelles, de surveillance, de discussion, de précision, que ce soit au niveau peut-être de la discussion des textes, on ne sait pas, au plan un peu politique. Christiane, il y a eu la question il y a quelques années du visa, etc., qui était compliqué, vous vous en souvenez. Et puis il y a sans doute aussi les conditions d'élaboration du contrôle de mission qui peuvent avoir été débattues. Je ne sais pas dans quelles sont les relations et dans quel type de coopération la fédération peut contribuer à la clarification et à la discussion avec votre tutelle. Alors bon, la fédération, c'est quand même l'interlocuteur privilégié avec la DGFiP. Donc on est en relation permanente. On questionne régulièrement la DGFiP. Christine nous répond régulièrement et nous éclaire sur tous nos questionnements. Donc le rôle de la fédération, c'est le porte-parole. Le porte-parole de notre tutelle et le porte-parole aussi avec le politique. On est dans, on va dire, un peu comme en Méditerranée, quand la mer est calme, tout à coup, ça se déchaîne en quelques heures. Donc, on a cette attention permanente. Et tu rappelais à juste titre, Jean-Pierre, le 1,25 que nous avons porté au Conseil constitutionnel. Et en juillet donc 2010, on a eu la réponse, c'était conforme à la Constitution. C'était quand même un élément de base important, puisqu'on rappelait tout à l'heure en aparté que nos adhérents, dans un premier temps, certes, viennent pour les 25%. L'administration, l'origine, vous nous dites la vérité, vous avez le bon point, et ce bon point, il s'est largement élargi avec tout ce que rappelait Christine Mangas, la formation, les analyses du dossier de gestion, et le filet de sécurité par les examens de concordance, vraisemblance et cohérence. Donc on questionne, on a des réponses et au final, on transmet un compte-rendu de mission à l'administration fiscale, donc qui nous donne bien ce lien permanent avec cette administration fiscale. Par contre, soyez convaincus des convictions permanentes de la fédération et de ce rôle de porte-parole auprès des ministères, puisque au niveau des politiques, il faut les rencontrer, répéter bien souvent
toujours les mêmes choses. On vous a compris, mais ça n'évolue pas forcément très rapidement. Donc l'équipe du bureau de notre fédération a la niaque et vraiment sont dynamisés à tous les niveaux, et on a un réseau relationnel au niveau des politiques qui est très très fort. Donc je dirais que cette strate supérieure fédération, c'est vraiment le trait d'union entre l'environnement politique. DGFIP c'était acquis, hein, et donc ce rôle politique est de plus en plus fréquent. Jean-Pierre, voilà donc pour le point de vue fédération et interlocuteur privilégié. Oui, j'ai bien compris que vous aviez des relations privilégiées, mais je suppose que ce n'est pas aussi simple que ça dans le concret. Est-ce que la DGFIP vous discute avec vous sur les instructions, les modalités du compte rendu de mission? Je suppose que quand il y a un texte qui va organiser en fait les relations, la vie d'un centre que vous avez écrit, Christine Mangas, mais qui va être appliqué par les adhérents de Christiane. Je suppose qu'il y a des liens, des relations qui peuvent se nouer, je ne sais pas, une circulation oui. de l'information. Tout ça, ça peut être utile, que chacun sache que... Il est clair que lorsqu'il y a un texte important, on va revenir sur le texte des nouvelles missions qui ont été confiées aux organismes agréés il y a maintenant 3 ans. Et qui a donné lieu à l'élaboration d'une instruction. Il est clair que nous avons... il y avait le texte, hein, bien sûr, le texte de loi, et puis après il faut faire vivre les textes, et nous avons rédigé une instruction. Il est clair que dans ce cadre-là, cette instruction, nous l'avons rédigée, mais nous avons consulté les principales fédérations d'organismes agréés, qui sont évidemment nos partenaires, hein. On travaille avec vous, on vous consulte, vous nous faites parvenir vos observations de manière à effectivement à ce que nous puissions avoir un dispositif qui soit opérationnel. Il est clair qu'il y a cet échange. Voilà. Maintenant, c'est clair que c'est nous qui avons la main, si je puis dire, et qui écrivons les textes. Et s'il y avait des arbitrages à faire, en dernier lieu, c'est nous qui les faisons. Mais souvent, on a une rédaction partagée sur les principales instructions, on va dire, qui sont rédigées. On vous consulte, quel que soit le niveau de texte, d'ailleurs. Voilà. Bien. Et alors, puisque tout se passe bien entre la fédération et la tutelle... Ça se passe bien, on discute. On discute, on n'est pas forcément systématiquement en symbiose et 100% en harmonie. Non, il peut arriver. Mais on arrive après à de l'échange, naît la créativité. Un point de convergence. Alors évidemment, après, il y a derrière tout cela l'adhérent, qui doit être, entre guillemets, celui qui permet l'application de tout cela. Est-ce que, Hervé Fauché, vous pouvez, sur cette question de vue de l'adhérent, et même d'un président, puisque vous avez la double casquette, comme beaucoup. Oui, merci de me donner la parole. Effectivement, je suis un petit peu le représentant des adhérents dans cette table ronde. Tout ce qui a été dit, bien sûr, est exact, mais je crois que le sentiment de l'adhérent, quand il rentre dans un centre, bon, effectivement, il a déjà, la plupart du temps, un expert comptable. Il a une certaine sécurité. Mais je crois que la motivation première, à part, qui reste quand même les dispositions de réduction fiscale qui existent et que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est qu'il vient rechercher dans un centre une espèce d'espace de sécurité supplémentaire. Il a entendu parler de ces statistiques, de tout ce que l'on vient de dire, et il rentre dans un centre avec cette idée qu'il va avoir moins de risques à partir du moment où il adhère au centre qu'en restant isolé, ce qui est un petit peu l'apanage de nos adhérents. Ce sont des petites entreprises. Ils sont la plupart du temps tout seuls. Quand ils rentrent dans un centre, ils vont s'apercevoir qu'ils ont d'autres possibilités. On parlait aussi des missions non obligatoires de l'administration, enfin des centres plutôt, et qui sont également la formation. Et ça, c'est un élément, je crois, très très important. Quand l'adhérent vient dans une formation, il sort de son entreprise. Il va rencontrer d'autres adhérents.
il va être confronté à des problèmes dont il croit être le seul à les avoir, et il va s'apercevoir que, à l'occasion de ces rencontres de formation, eh bien, il a d'autres adhérents qui ont les mêmes soucis. Alors, je ne sais pas si cet élément de sécurité dont je parlais est symbolisé par le filet qui est ici, et qui permettra à nos adhérents, quand ils rentrent dans un centre de gestion, eh bien, de ne pas travailler sans filet. Et peut-être que l'on pourrait aussi, avant de voir un petit, du point de vue du concepteur de la comptabilité, demander à Philippe si l'expert comptable qui lui fabrique, on va dire, la comptabilité de base, a avec les centres des relations au moins correctes et du moins qu'il y trouve un intérêt lui-même. Parce que ça peut être une question que je me permets de faire un peu par provocation. Vous êtes expert comptable. La fiabilité des comptes qui sortent d'un cabinet d'expertise comptable, pour moi, elle est parfaite. Il n'y a pas besoin d'un deuxième contrôle. Donc, par conséquent, quelle est la façon dont les choses s'articulent entre des experts comptables ou des professionnels de la comptabilité au sens plus large, et puis un second contrôle par un centre qui va faire des questionnements. C'est pour quelqu'un qui n'est ni expert comptable ni membre d'un centre une interrogation. Et peut-être que Philippe pourra répondre à mon interrogation un peu aussi provocatrice. Moi, je voudrais remercier la présidente de m'avoir invité l'ordre à cette table ronde, mais je voudrais surtout la remercier d'avoir choisi Jean-Pierre Cossin comme animateur de la table ronde, parce qu'il est exceptionnel quand même. S'il voulait mettre de l'ambiance et s'il fallait quelqu'un ce matin pour nous réveiller, merci Jean-Pierre. Merci de ces invitations, parce que tout à l'heure, quand tu as annoncé qu'il y avait des relations conflictuelles entre les experts comptables et les centres de gestion, c'est un mot qui m'est resté un peu... si je ne te connaissais pas, j'aurais pensé que c'était peut-être une provocation gratuite ou pensée, organisée, mais te connaissant, j'y ai vu une invitation à justement apporter une explication. Et donc je retiens cet aspect positif de cette invitation pour dire combien la relation aujourd'hui entre les experts comptables et les centres de gestion est sereine, elle est apaisée, elle est organisée et elle fonctionne parfaitement. Alors, je pense que tu faisais référence à une époque, et ton grand âge t'y autorise, où les experts comptables agissaient sans les centres de gestion, n'est-ce pas ? Mais cette époque est révolue depuis longtemps. Moi-même, je suis né à une époque, né en tant qu'expert comptable, où les centres de gestion existaient déjà. Et quand j'ai eu terminé ma formation et avant de m'inscrire au tableau de l'ordre, j'ai même eu une mission auprès du CGA palois, avec Odile Denis, ici présente, la directrice, et je salue la présence du président Robert Chevaler, où j'ai commencé par une mission comme salarié dans un CGA. Donc il y a toute une génération aujourd'hui qui a intégré la présence des CGA et qui a su en tirer le profit qu'il pouvait en attendre. La profession des experts comptables a l'intelligence du pragmatisme et à l'intelligence de savoir s'adapter à son environnement. Bon, Darwin nous a appris depuis longtemps que pour subsister, il fallait savoir s'adapter. Eh bien, les experts comptables ont prouvé qu'ils savaient s'adapter, ils ont su évoluer avec leur environnement, ils ont su évoluer avec la réglementation, mais avec l'économie. Parce qu'après tout ce dont nous parlons n'aurait pas de sens si ça ne devait pas, in fine, servir l'entreprise. Donc l'entreprise a évolué, notre société a évolué, l'économie a évolué, les règles ne sont plus du tout les mêmes, et pourtant l'expert comptable est toujours là, avec une notoriété, avec un rôle essentiel à jouer, un rôle de conseil, un rôle d'accompagnement, certes avec des missions, des missions qui consistent à remplir les obligations de l'entreprise, mais n'oublions pas la mission d'accompagnement. Et dans cet accompagnement, l'expert comptable se doit de recommander l'adhésion à un CGA, et ne pas le faire serait une faute professionnelle. Nous sommes appelés en responsabilité professionnelle sur le devoir de conseil quand nous ne recommandons pas l'adhésion à un centre de gestion. Donc l'expert comptable a intégré ça depuis longtemps. Et dans nos cabinets, dans la relation avec nos clients, bien sûr que nous savons recommander et nous préconisons
l'adhésion à une OGA, que ce soit CGA ou une AGA. Et je salue la présence de Béchir Cheba, le président de l'UNASA. Nous avons cette même relation avec les AGA. Alors, au niveau institutionnel, et là je prends ma casquette de vice-président du Conseil de l'Ordre, la relation avec la fédération et avec les CGA est apaisée depuis quelques années. Cher Jean-Pierre, il faut mettre à jour tes notes. Depuis 2009, il y a eu un moment essentiel, un moment historique, un événement, c'est la loi de finances 2009, on a fait référence tout à l'heure, qui instaurait le visa fiscal pour les experts comptables, qui permet aux experts comptables donc d'exercer le visa fiscal. Eh bien, la nouvelle équipe qui est arrivée à ce moment-là au Conseil supérieur de l'Ordre a eu ce fait qui, pour moi, est mémorable, de tendre la main aux fédérations. Et chère Madame Mangas, d'avoir cet accord passé entre le Conseil supérieur et les fédérations de CGA, qui a consisté à dire il y a une loi, eh bien nous, les uns et les autres, nous prenons l'engagement de ne pas l'appliquer. C'est quand même exceptionnel. Et sur les 19 500 experts comptables aujourd'hui, il y en a 35, si je crois, 35 experts comptables qui ont décidé d'appliquer le visa fiscal et qui peuvent le faire. Aujourd'hui, tout expert comptable pourrait décider de se lancer dans le visa fiscal. Mais ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre fonction. Nous avons compris que nous n'avons pas d'intérêt à retirer de cette possibilité que le législateur nous a offerte, et nous ne nous en servons pas. Et au contraire, nous voulons renforcer le rôle des centres de gestion, parce que c'est une question de partage et de responsabilité et de rôle. Ce sont des missions différentes, et qu'une fonction de contrôle ne peut pas être confondue avec une fonction d'exécution. Chacun a un rôle de complémentarité. Et nous avons, dans le prolongement de cet accord, nous avons fondé une union, l'Union nationale de la profession comptable et des CGA ou des OGA, l'UNP-COGA, qui permet, depuis cette date, donc depuis 2009, d'échanger, et dans le cadre d'une structure associative, donc quelque chose de très formel, de nous retrouver, d'analyser ensemble les projets de loi et de faire des propositions que nous portons ensemble. Aujourd'hui, je ne connais pas, à mon avis, un sujet sur lequel nous aurions une division dans notre façon de concevoir les choses et de les proposer. Ça ne veut pas dire qu'en amont, nous n'ayons pas discuté. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà eu une approche différente et échangé. Mais cet échange vient enrichir les propositions. Et aujourd'hui, et je suis fier de pouvoir le dire, nous avons une relation d'harmonie, une relation positive, une relation de construction qui consiste à venir vers notre tutelle, parce que nous avons la même, venir vers notre tutelle et parler d'une seule voix pour exprimer des propositions et nos réactions. Et si nous avons le temps, nous pourrons parler des sujets en cours. Il y a de l'actualité en cours avec le statut de l'entrepreneur. Nous savons que le gouvernement actuel y réfléchit et a une volonté de faire évoluer les choses, et nous sommes partie prenante. Donc oui, nous travaillons ensemble, nous collaborons, et c'est une bonne chose. Voilà, alors quant à répondre à ta question de savoir si les comptabilités parfaites qui sortent des cabinets d'expertise comptable méritent d'être revues, eh bien oui, cher Jean-Pierre, bien sûr qu'il y a cette utilité. Bien sûr qu'il y a l'intérêt pour un cabinet d'avoir un œil extérieur qui vienne le regarder, et les rapports des centres de gestion sont là pour le prouver. Et nous avons l'humilité de l'accepter et de l'entendre, et au contraire d'y voir une sécurité à la fois pour l'adhérent, pour l'entreprise, et c'est la finalité, mais je me permets de rajouter entre parenthèses et avec un tout petit peu d'ironie, à la fois aussi pour le cabinet. Donc nous savons apprécier ce rôle des CGA, et c'est une bonne chose. Ai-je répondu à la question ? Évidemment, très bien. Et Philippe, évidemment, la première partie de ton intervention m'a un peu blessé. Mais la seconde m'a rassuré. Simplement, c'est vrai que les experts comptables que je connais bien par ailleurs ont beaucoup œuvré dans cette période du visa fiscal pour que tout se passe bien. Et j'ai l'impression que tout se passe bien. Et donc la question qui vient désormais, c'est plutôt de se retourner vers la sécurité fiscale, puisque c'était très intéressant d'entendre qu'il y avait deux choses. Il y a d'abord la sécurité vis-à-vis des pouvoirs publics,
grâce au centre, et puis la sécurité du cabinet. Je crois que c'est une période d'audit où c'est vrai qu'on se fait toujours contrôler par d'autres, parce que quand on a un petit peu le nez dans le guidon, comme on a l'habitude de dire, c'est pas sûr que toujours on voit tout ce qui peut se passer, et puis un œil nouveau peut avoir apporté quelque chose. D'ailleurs, c'est bien le sens des comptes rendus de mission. Ce qui serait intéressant de savoir, peut-être, Christine, c'est qu'est-ce que vous, et puis aussi Christiane, qu'est-ce que ces comptes rendus de mission ont apporté, je veux dire, de plus dans la dernière période pour la sécurité, puisque dans ces comptes rendus, au fond, si j'ai bien compris ce qui se passe, il y a une sorte de classement qui peut être effectué sur les dossiers, une sorte de notation. Et à quoi peut servir cette notation du point de vue de la sécurité fiscale pour ceux, j'allais dire, qui sont bien notés? Et quel est l'intérêt d'être bien noté? Est-ce que sur ces questions, vous pourriez nous donner une petite information, Christine et Christiane? Le compte rendu de mission, comme je le disais tout à l'heure, retrace tous les travaux qui ont été effectués par le centre de gestion dans le cadre de l'examen de cohérence, de vraisemblance, donc tout le rapprochement qui est fait, pour parler plus simplement, tout le rapprochement qui est fait entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Donc tout ce travail qui est retracé dans le compte rendu de mission permet de voir, pour nous, administration fiscale,